Ils nous ont trompés. Pendant des décennies, on nous a répété les mêmes histoires sur les premières civilisations. Égypte, Sumer, vallée de l'Indus. Mais la vérité est plus dérangeante. Il existe des preuves de construction, de villes et de rituels religieux à des dates qui, tout simplement, ne devraient pas exister. Certaines cultures ont vu le jour à une époque où, théoriquement, les humains ne savaient même pas encore cultiver la terre. Et le plus fou, il se pourrait que la première civilisation enregistrée sur Terre n'ait même pas été formée par des êtres humains. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le côté interdit de l'archéologie, celui que beaucoup préfèrent éviter de discuter. Je vous préviens juste d'une chose, après avoir regardé, votre conception de l'origine de l'humanité s'effondrera comme les ruines qui cachent cette vérité. Le concept de civilisation. Avant de plonger tête la première dans ce voyage, il vaut la peine de réfléchir. Au fond, qu'est-ce qu'une civilisation ? Les historiens et les archéologues la définissent souvent comme un stade social caractérisé par l'urbanisation, l'écriture ou une forme d'enregistrement systématique, la stratification sociale et la capacité à construire des structures complexes. Mais tout le monde n'est pas d'accord. De nombreux groupes du passé ont créé des sociétés avancées, même s'ils ne possédaient pas de grandes villes ou d'écriture formelle. Ce manque de consensus soulève de nombreuses questions. Les civilisations doivent-elles nécessairement posséder des monuments et des temples, ou bien une organisation complexe avec des rites, une division du travail et des lois suffit-elle pour les qualifier de civilisées, C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la première civilisation du monde, on marche sur un terrain glissant. Selon le critère utilisé, la réponse peut changer radicalement. Un autre point important est le fameux biais de la preuve. Cela soulève une question fondamentale. Combien de civilisations puissantes ont littéralement été effacées par le temps, comme si elles n'avaient jamais existé ? Certaines cultures ont laissé des constructions en pierre ou en argile, plus faciles à retrouver pour les archéologues. D'autres, utilisant des matériaux organiques, ont peut-être disparu sans laisser presque aucune trace, malgré un niveau d'organisation impressionnant. Ainsi, ce que nous appelons la civilisation la plus ancienne n'est peut-être que celle dont les ruines ont été les plus faciles à mettre au jour et à dater. En fin de compte, parler des civilisations anciennes revient aussi à parler de ce qui fait de nous des humains et de la manière dont nous comprenons notre propre passé. Parfois, la science archéologique se heurte à des découvertes qui ébranlent nos certitudes, nous rappelant que notre histoire ne peut se résumer à des chronologies simplistes. C'est justement ce sens du mystère et de l'émerveillement qui rend ce sujet si passionnant. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer une liste de civilisations qui ont, directement ou indirectement, contribué à façonner l'histoire telle que nous la connaissons. Nous commencerons par les cultures les plus fréquemment citées, comme les Sumériens. Mais attention, au fur et à mesure que nous avancerons dans la chronologie, vous vous rendrez compte que certaines de ces cultures cachent des secrets encore plus anciens. Certains indices pointent vers des choses si atypiques que même les archéologues hésitent à en parler publiquement. Des peuples longtemps considérés comme les pionniers de tout, et nous avancerons toujours plus loin dans le temps jusqu'à atteindre des sites qui défient les théories traditionnelles et nous obligent à reconsidérer ce que nous savons réellement des origines humaines. Nous ferons ce voyage selon un ordre approximatif d'ancienneté, en mettant en lumière les progrès technologiques, religieux, sociaux et artistiques de chaque culture. Préparez-vous à découvrir que la réalité est bien plus profonde et fascinante que celle présentée par les chronologies conventionnelles. Et bien sûr, à être surpris par la révélation que la civilisation la plus ancienne enregistrée n'était même pas humaine, un fait souvent omis des listes les plus classiques, mais qui mérite vraiment d'être connu. Avant de commencer, je vous lance un défi. Écrivez dans les commentaires votre estimation de la date à laquelle est apparue la première civilisation. Ainsi, vous pourrez comparer ensuite avec les preuves que l'archéologie moderne nous apporte. Les grandes polémiques de l'archéologie.
Il est important de rappeler que tout ne fait pas consensus en archéologie. Au contraire, de nombreuses polémiques divisent la communauté académique et attirent également l'attention du grand public. Des théories alternatives, par exemple, défendent l'idée de l'existence d'une civilisation mère qui aurait prospéré avant la fin de la dernière ère glaciaire, diffusant son savoir dans différentes régions du monde. Des auteurs comme Graham Hancock sont devenus célèbres précisément pour avoir défendu de telles idées, remettant en cause le récit conventionnel. D'un autre côté, la plupart des archéologues et des historiens soutiennent qu'une théorie ne peut être acceptée que si elle repose sur un corpus solide de preuves, des datations fiables, des vestiges matériels indiscutables, des publications dans des revues scientifiques évaluées par des pairs. Lorsque ces critères ne sont pas respectés, des accusations de pseudo-archéologie émergent. Malgré cela, la controverse pousse les gens à s'interroger et à suivre de plus près les nouvelles découvertes. En fin de compte, l'histoire de l'humanité est si vaste et complexe que même les spécialistes ne peuvent avoir toutes les réponses définitives. Certains sites archéologiques importants n'ont même pas encore été entièrement fouillés, comme Göbekli Tepe, dont moins de 10% ont été explorés. C'est pourquoi, face à des sujets aussi fascinants, un scepticisme sain est toujours bienvenu, tout en gardant la curiosité éveillée. Qui sait si les prochaines années ne révéleront pas quelque chose qui transformera à jamais notre vision du passé. Sumériens, les pionniers documentés. Lorsqu'on interroge les gens au sujet de la civilisation la plus ancienne, la plupart se souviennent des Sumériens qui habitaient la région de la Mésopotamie, plus précisément au sud, entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans l'actuel Irak, entre environ 4100 et 1750 avant notre ère. Pendant longtemps, ils ont été surnommés la première civilisation, précisément parce qu'ils ont laissé des traces écrites de nombreux aspects de leur organisation sociale, politique et religieuse. Et il est indéniable qu'ils furent hautement innovants. Leur héritage comprend la division du temps en unités de 60, minutes et secondes, le système numérique sexagésimal, des formes d'écriture, la fameuse écriture cunéiforme, et, possiblement, les premières écoles et bibliothèques connues à ce jour. Mais certains soutiennent que ce progrès soudain n'a rien de naturel. Comment un peuple apparemment nouveau dans l'histoire maîtrisait-il déjà des concepts aussi avancés en mathématiques, astronomie et architecture? Serait-ce le signe d'un savoir hérité, peut-être d'une civilisation antérieure, oubliée par les sables du temps? Avancée, structurelle et culturelle, les Sumériens se distinguaient par la construction de grandes cités-États, telles qu'Uruk, Ur, Eridu et Lagash, chacune gouvernée par une sorte de monarque-prêtre qui administrait les ressources et présidait les cultes religieux. Ils mirent en place des systèmes d'irrigation avancés pour tirer le meilleur parti de l'eau des fleuves, ce qui assura une forte productivité agricole et permit de nourrir de vastes populations. Ils développèrent également des techniques d'architecture monumentales, telles que la construction des ziggourats, pyramides à degrés dédiées au culte des dieux. En matière d'éducation, il existe des récits d'écoles de scribes où les jeunes étaient formés à l'apprentissage des caractères cunéiformes, un processus minutieux qui impliquait des tablettes d'argile et des stylets de roseau. Littérature et religion. L'un des legs les plus célèbres des Sumériens est leur littérature épique, en particulier l'épopée de Gilgamesh, qui raconte les aventures du roi semi-divin d'Uruk. De nombreux passages de cette épopée présentent des similitudes avec des textes d'autres traditions postérieures, y compris des extraits de l'Ancien Testament, comme le récit du déluge. La religion sumérienne était polythéiste. Chaque ville possédait ses divinités tutélaires, représentées par des forces de la nature et des aspects de la vie quotidienne. Enlil, Enki, Inanna et Anu figuraient parmi les divinités les plus vénérées. On croyait que la prospérité de la cité dépendait de la bienveillance de ces dieux, ce qui justifiait les grandes constructions religieuses et les rituels élaborés. Découverte.
Archéologique. De nombreuses fouilles menées au cours des 19e et 20e siècles ont révélé la grandeur des cités sumériennes. Dans la région de Tel al-Muqayyar, près de l'ancienne ville d'Ur, les archéologues ont identifié 18 couches d'occupation successives. Ces couches montrent des bâtiments institutionnels, des complexes résidentiels et des temples, ce qui témoigne d'une société hautement organisée. Des objets du quotidien, comme des ustensiles en céramique, des bijoux et des outils en métal, illustrent l'avancée technologique et le raffinement artistique de cette culture. Bien que les Sumériens soient considérés comme des références en matière de développement social et technologique, il ne faut pas oublier qu'ils se sont eux-mêmes inspirés de cultures préexistantes. Cela nous amène à explorer la civilisation que beaucoup désignent comme la racine des Sumériens, la culture d'Uruk. Sumériens et Uruk, religion, origine et identité. Pour mieux comprendre pourquoi les Sumériens furent si influents, il convient d'examiner leur dimension religieuse et cosmique. Certaines études suggèrent que l'astronomie avancée des Sumériens, avec la division du cercle en 360 degrés et la mesure du temps basée sur le système sexagésimal, 60, pourrait avoir des origines encore plus anciennes dans la culture d'Uruk. Il ne s'agissait pas seulement de savoir astronomique, de nombreux ziggourats pouvaient servir de sorte d'observatoire primitif, où des prêtres analysaient le mouvement des astres pour prédire les crues des fleuves ou fixer les dates des fêtes sacrées. Un autre point fascinant est le débat autour de l'identité ethnique des Sumériens. Différentes hypothèses ont été émises sur leurs origines. Certains pensent que des groupes migratoires venus de régions montagneuses se seraient installés pendant des siècles dans la plaine mésopotamienne, se mêlant à des populations locales maîtrisant déjà les techniques d'irrigation. Ainsi, Sumérien aurait été un label générique appliqué à un ensemble de peuples culturellement apparentés. Cela expliquerait certaines similitudes avec la culture d'Ubaïd, car en fin de compte, un fil conducteur relierait ces groupes à des peuples encore plus anciens. Lorsque nous évoquons des textes épiques comme celui de Gilgamesh, nous percevons des échos de mythes et de légendes pouvant remonter bien avant la formalisation de l'écriture cunéiforme. Gilgamesh a peut-être été inspiré par un souverain historique d'Uruk, mais son portrait littéraire fut probablement façonné par des traditions orales antérieures. Tout cela renforce l'idée que même les Sumériens ne sont pas apparus ex nihilo. Et ici surgit une hypothèse troublante. Et si les Sumériens n'avaient fait qu'hériter d'une tradition bien plus ancienne, peut-être issue d'un peuple disparu sans laisser de traces? Ils auraient profité d'un creuset culturel en fermentation depuis des siècles, voire des millénaires, dans le croissant fertile. Contact et influence possibles. Des indices suggèrent que la céramique halafienne a influencé d'autres régions voisines. Des fragments de céramique similaires ont été retrouvés au-delà des frontières traditionnelles de ce territoire, ce qui laisse supposer d'éventuelles routes commerciales ou migrations. C'est à ce moment que nous nous interrogeons. Ces civilisations étaient-elles en contact les unes avec les autres, échangeant non seulement des marchandises, mais aussi des savoir-faire techniques et des cosmologies? C'est une question récurrente dans l'étude du passé lointain, car les échanges culturels pourraient avoir été bien plus intenses que ce que nous imaginons. La ville de Çatalhöyük, urbanisme et vie communautaire, 8000 avant JC. En nous déplaçant un peu plus vers l'ouest, nous arrivons en Anatolie, actuelle Turquie, où l'on trouve l'un des sites archéologiques les plus emblématiques de la période néolithique, Çatalhöyük. Découverte au milieu du XXe siècle, cette ville est considérée par beaucoup comme la première grande agglomération urbaine planifiée. Ces structures remontent à environ 8000 ans avant Jésus-Christ, s'étendant sur 18 couches d'occupation continue. Un plan urbain unique. Plutôt que des rues, les constructions en adobe, briques de terre crue de Çatalhöyük étaient accolées les unes aux autres, formant un vaste agglomérat de résidences.
On entrait généralement dans les maisons par le toit, ce qui signifie que les habitants circulaient sur les toits. Ce modèle architectural inhabituel comportait des aspects pratiques et défensifs, probablement destinés à protéger la communauté des intempéries et des envahisseurs extérieurs. Population et économie. On estime que la population de Çatalhöyük pouvait atteindre 8 000 ou 10 000 personnes, un chiffre impressionnant pour l'époque. La société pratiquait l'agriculture et l'élevage, notamment d'ovins et de caprins, tout en s'adonnant à la chasse et à la cueillette de produits sauvages. Le site révèle des indices de spécialisation du travail, certaines constructions étant dédiées à des activités spécifiques comme la poterie, le tissage ou la préparation des aliments. Et il y a quelque chose d'encore plus curieux. Certains chercheurs pensent que certaines zones de Çatalhöyük servaient de centre d'initiation spirituelle. Les fresques murales n'étaient pas uniquement décoratives, mais des représentations visuelles d'états modifiés de conscience, liés à des rituels chamaniques ou à l'usage de plantes psychotropes, art et spiritualité. Le lieu est également connu pour ses fresques et bas-reliefs muraux représentant des figures humaines, des animaux et des symboles abstraits. Beaucoup pensent que ces images avaient une fonction religieuse ou rituelle, suggérant la tenue de cérémonies communautaires. Les enterrements avaient souvent lieu à l'intérieur même des habitations, sous des plateformes surélevées, probablement dans le but de maintenir un lien entre les vivants et les morts. Ce type de pratique funéraire suggère une forte connexion spirituelle et familiale, renforçant les liens communautaires. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de Çatalhöyük, une vidéo complète est disponible sur ce site, où nous discutons en détail des découvertes archéologiques et des théories concernant son organisation sociale. Mehrgarh, le berceau de la culture de la vallée de l'Indus. En nous déplaçant vers le sous-continent indien, nous arrivons à Mehrgarh, au sud de l'actuel Pakistan, considéré comme l'un des sites néolithiques les plus anciens et importants d'Asie du Sud. Son occupation remonte à environ 7000 ans avant Jésus-Christ, et les découvertes réalisées sur place ont révolutionné notre compréhension de l'évolution des sociétés dans la vallée de l'Indus, région qui abritera bien plus tard les civilisations de Harappa et de Mohenjo-Daro. Agriculture et stockage. Le site de Mehrgarh montre clairement la transition des groupes chasseurs-cueilleurs vers des pratiques agricoles. On y a retrouvé de grands greniers et entrepôts indiquant un stockage systématique de céréales, notamment de blé et d'orge. L'utilisation d'outils en pierre polie et d'ossements d'animaux domestiques renforce l'idée d'un élevage de bétail et d'une gestion intégrée de l'écosystème pour subvenir aux besoins de la communauté. Organisation sociale et rituels funéraires. Les archéologues ont découvert des tombes avec des offrandes telles que des paniers, des outils en pierre, des ossements d'animaux et même des bijoux. Ces pratiques suggèrent que les habitants de Mehrgarh croyaient en une vie après la mort ou possédaient des rites funéraires complexes, allant au-delà du simple abandon des corps. De plus, des sculptures en terre cuite ont été retrouvées, représentant probablement des divinités ou des figures ancestrales. Métallurgie et commerce à longue distance. L'une des découvertes les plus impressionnantes est la présence d'objets en cuivre, preuve d'expérimentation en métallurgie. Bien que cette technologie en soit à ses débuts, elle témoigne d'un niveau de complexité avancé pour l'époque. Et cela change tout. Car Mehrgarh ne maîtrisait pas seulement des techniques qui deviendraient les piliers des civilisations futures de la vallée de l'Indus, mais suggère aussi que le concept de civilisation urbaine pourrait être né en dehors du croissant fertile. Et si le véritable berceau de la civilisation ne se trouvait pas là où tout le monde le pense. En outre, des matériaux tels que le lapis lazuli, la turquoise et des coquillages marins prouvent l'existence d'échanges à longue distance. Ces ressources provenant de régions très éloignées, notamment des montagnes d'Afghanistan et des zones côtières de la mer d'Arabie. Mehrgarh est souvent présenté comme l'embryon de la grande culture de la vallée de l'Indus, qui fleurira dans des villes comme Mohenjo-Daro et Harappa. Ces cités deviendront célèbres pour leur réseau d'égouts,
leur urbanisme orthogonal, leurs maisons en briques cuites et un système d'écriture encore indéchiffré. Mais ce bond en avant n'a été possible que grâce aux fondations posées dans des sites néolithiques comme Mehrgar, Göbekli Tepe, le temple le plus ancien de l'humanité. Nous arrivons maintenant à l'un des sites les plus fascinants de tous. Göbekli Tepe, en Turquie, découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Daté d'environ 9000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, Göbekli Tepe bouleverse les paradigmes sur l'apparition des grandes constructions après l'avènement de l'agriculture. Après tout, nous sommes face à un complexe monumental, érigé par des chasseurs-cueilleurs, bien avant l'émergence des premières villes. Des structures monumentales. Le site contient plusieurs enceintes circulaires, formées d'immenses colonnes en forme de T, décorées de bas-reliefs d'animaux et de symboles abstraits. Ces colonnes mesurent jusqu'à 5 mètres de hauteur et pèsent plusieurs tonnes. Les fouilles géophysiques montrent qu'il reste encore beaucoup à découvrir, puisque moins de 10% du site a été fouillé jusqu'à aujourd'hui. Le mystère de l'enfouissement. Délibéré, l'un des mystères les plus fascinants est que, vers 8000 ans avant Jésus-Christ, Göbekli Tepe a été délibérément enfoui par ses propres constructeurs, restant ainsi caché pendant des millénaires jusqu'à sa redécouverte. Pourquoi aurait-on fait cela à un lieu si grandiose et apparemment sacré? Il n'y a pas de consensus, mais certaines théories suggèrent des rituels de clôture de cycles religieux, ou peut-être une manière de protéger le lieu en temps de crise. Des implications pour l'histoire humaine. L'existence de Göbekli Tepe renverse l'idée que seules les sociétés agricoles pouvaient construire des monuments religieux ou complexes. Il démontre que des groupes de chasseurs-cueilleurs étaient capables de coopération à grande échelle, de planification architecturale et de réalisation de constructions monumentales. Cela suggère que l'impulsion religieuse ou spirituelle a peut-être précédé l'organisation urbaine, inversant la logique habituelle selon laquelle l'agriculture menait à un excédent alimentaire, rendant ensuite possible la construction. Tout semble indiquer que la quête du sacré aurait pu être un facteur de cohésion sociale. Et si le sacré n'était pas simplement une invention culturelle, mais une mémoire ancestrale de quelque chose de réel, quelque chose que ces cultures cherchaient à préserver à travers des temples et des symboles, si vous souhaitez une vidéo dédiée uniquement à Göbekli Tepe, dites-le nous en commentaire. Ce site reste entouré de nombreuses questions auxquelles la science tente encore de répondre, et les découvertes futures pourraient transformer radicalement notre compréhension du néolithique. Göbekli Tepe et au-delà. D'autres sites frères comme Karahan Tepe. Alors que Göbekli Tepe est sous les projecteurs pour son incroyable ancienneté, il est bon de rappeler qu'il existe des sites similaires dans la même région, comme Karahan Tepe, également en Turquie. Certaines fouilles initiales révèlent des structures circulaires, des piliers en forme de T et des bas-reliefs d'animaux, le tout datant d'une époque proche de celle de Göbekli Tepe. Si l'on confirme une ancienneté similaire, cela montrerait que ces centres rituels n'étaient pas un phénomène isolé. Il y aurait eu, en réalité, plusieurs communautés de chasseurs-cueilleurs capables d'ériger des monuments gigantesques. Un point clé est que ces lieux semblent avoir été planifiés de manière complexe. La disposition des colonnes, le choix des symboles, et même la façon d'enfouir le site à la fin de son usage. Certains chercheurs y voient un possible culte chamanique, dans lequel de grandes réunions tribales célébraient des rites de passage ou des sacrifices animaux. Si tel est le cas, alors le composant religieux aurait joué un rôle fondamental dans la cohésion sociale de groupes qui, théoriquement, vivaient en petites bandes. La comparaison avec des monuments beaucoup plus récents, comme Stonehenge, rend le tout encore plus saisissant. S'il est déjà difficile de comprendre comment les peuples néolithiques transportaient des blocs de plusieurs tonnes, imaginez des sociétés d'il y a 10 à 12 000 ans réalisant des efforts similaires, apparemment sans animaux de trait ni outils métalliques.
Comment ont-ils donc transporté des colonnes de 10 à 20 tonnes sur des centaines de mètres? Certains chercheurs suggèrent l'utilisation de techniques sonores ou de connaissances en physique perdues avec le temps. D'autres évoquent des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Le fait est que les explications actuelles ne sont pas totalement convaincantes. Ce type de découverte oblige à repenser l'idée selon laquelle la capacité de construire de grandes œuvres n'est apparue qu'après l'agriculture. Göbekli Tepe et ses sites frères pourraient révéler que la motivation religieuse fut le premier grand ciment social de l'humanité. Monteverde, Chili. Redéfinir le peuplement des Amériques. En quittant l'ancien monde pour les Amériques, découvrons Monteverde, au Chili, un site archéologique qui remet en cause la théorie traditionnelle du peuplement américain fondée sur la culture Clovis. Pendant longtemps, on a cru que les premiers habitants des Amériques étaient arrivés par le détroit de Bering il y a environ 13 500 ans, formant la culture Clovis. Pourtant, Monteverde présente des datations allant jusqu'à 14 500, voire 18 500 ans, indiquant une présence humaine antérieure. Fouilles et datations. Les premières investigations ont eu lieu dans les années 1970, dirigées par l'archéologue Tom D. Dillehay. On y a trouvé des artefacts en pierre et en bois, des restes d'animaux, y compris des mastodontes, et même des empreintes humaines préservées. Ces empreintes sont particulièrement fascinantes car elles ne montrent aucun signe de précipitation, comme si le lieu était habité de façon stable. Cela contredit l'image traditionnelle des chasseurs nomades et renforce l'idée qu'il existait déjà des communautés fixes bien plus tôt que nous le pensions. L'utilisation de la datation au carbone 14 sur des matériaux organiques solides, comme des os ou des plantes, a donné des résultats antérieurs à la culture Clovis de près de 1000 ans ou plus. Et voici le détail le plus controversé. De nombreux sites remettant en question le récit traditionnel ont été discrédités non pas par manque de preuves, mais parce qu'ils entraient en conflit avec la chronologie acceptée. Coïncidence ou résistance institutionnelle, un mode de vie organisé. Les preuves suggèrent des habitations construites à partir de troncs et de pieux, probablement couvertes de peaux d'animaux, formant des tentes ou des huttes. La présence de graines et de végétaux indique un régime alimentaire varié, pouvant inclure des plantes provenant de régions situées à plusieurs centaines de kilomètres. Cela témoigne d'un système bien établi de collecte et d'échange d'aliments, ou du moins de déplacements saisonniers importants. Implication dans le débat sur le peuplement. La découverte de Monteverde a ouvert la voie à l'acceptation que le peuplement des Amériques aurait pu suivre des routes alternatives, comme la route côtière le long du Pacifique, en plus de la route terrestre classique par le corridor de Bering. D'autres sites anciens en Amérique, comme Pedra Furada au Brésil, Piedra Museo en Argentine et Topper aux États-Unis, confirment l'idée que le processus d'occupation du continent a été plus complexe et s'est produit en plusieurs vagues migratoires. Gunung Padang, un monument millénaire en Indonésie. Dirigeons-nous maintenant vers l'Indonésie où se trouve l'impressionnant site de Gunung Padang, dans l'ouest de Java. Connu comme la montagne de l'illumination, ce site est constitué de 5 terrasses mégalithiques construites avec des colonnes d'andésite accessibles par un long escalier de 370 marches. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'une colline naturelle utilisée à des fins cérémonielles, mais des études récentes suggèrent que l'ensemble pourrait être une construction pyramidale en strates. Datation controversée. Des recherches géologiques et des analyses au carbone 14 indiquent que certaines couches d'occupation pourraient dater d'entre 25 000 et 14 000 ans. Si ces résultats sont confirmés, cela bouleverserait l'histoire de l'architecture humaine. Bien qu'il existe des critiques et des débats intenses au sein de la communauté scientifique, la simple possibilité qu'il s'agisse d'un complexe mégalithique aussi ancien suffit à attirer l'attention des archéologues et des passionnés du monde entier. Fonction rituelle ou observatoire? La fonction exacte de Gunung Padang reste incertaine.
De nombreuses hypothèses évoquent un usage rituel ou cérémoniel, possiblement en tant que lieu de culte de divinités liées à la montagne ou au ciel. D'autres chercheurs suggèrent que la disposition des pierres et des terrasses pourrait présenter un alignement astronomique, fonctionnant peut-être comme un observatoire d'événements célestes. Impact sur la compréhension de l'Asie du Sud-Est. Bien que l'attention portée aux civilisations anciennes se concentre souvent sur le Proche-Orient, les Amériques ou l'Asie méridionale, l'Asie du Sud-Est recèle des trésors archéologiques remarquables. Gunung Padang en est un exemple, nous rappelant qu'à chaque nouvelle découverte, il est nécessaire de reconsidérer nos idées établies sur l'évolution culturelle et technologique de l'humanité. Pedra Furada, art et ancienneté au Brésil. De retour en Amérique du Sud, et plus précisément au Brésil, on trouve Pedra Furada dans le Piauí, dans la région de São Raimundo Nonato. Il s'agit d'un ensemble de sites archéologiques comprenant des abris sous roches, ornés de peintures rupestres, et de vestiges d'occupation humaine qui, selon certaines analyses, pourraient remonter à 50 000 voire 60 000 ans. Découverte et controverse. Étudiée depuis 1973 par l'archéologue brésilienne Nied Guidon, en collaboration avec des équipes françaises, Pedra Furada a révélé des outils lithiques, des restes de foyers et d'autres preuves contredisant l'idée d'un peuplement tardif des Amériques. La principale controverse concerne toutefois la fiabilité des datations. De nombreux critiques soutiennent que certains vestiges lithiques pourraient être le résultat de processus naturels et non d'activités humaines. Guidon et son équipe défendent toutefois la clarté des contextes d'occupation et l'origine humaine indiscutable de l'art rupestre. Art rupestre et signification. Les gravures et peintures de Pedra Furada sont variées. Figures géométriques, formes humaines et animales. Certaines scènes semblent représenter des chasses, des célébrations ou des rituels, révélant un sens de la narration visuelle. La présence de mains peintes et de motifs abstraits suggère une symbolisation riche et des formes de communication entre les groupes ayant vécu sur le site. Héritage culturel. Si les datations les plus anciennes sont confirmées, Pedra Furada deviendrait un jalon dans le débat sur l'arrivée de l'Homo sapiens sur le continent. Elle inviterait également à reconsidérer notre méconnaissance des routes migratoires et à se demander s'il y a eu des interactions entre groupes préhistoriques, côtiers et de l'intérieur. En 2003, un crâne partiel et 29 dents ont été découverts, datés d'environ 24 000 ans par luminescence optique, ce qui ajoute encore au mystère de la chronologie humaine en Amérique. Civilisation préhumaine? Que cache cette affirmation? Dans notre parcours initial, nous avons mentionné que la plus ancienne civilisation répertoriée n'était même pas humaine. Cela peut sembler étrange à première vue, mais que signifie réellement cette idée? Si l'on considère la civilisation au sens biologique, on fait référence à une organisation sociale complexe, capable de bâtir des structures, de maintenir des villes et de développer une coopération spécialisée. Si l'on étend cette définition au-delà de l'humain, on peut penser par exemple aux termites, aux fourmis et à d'autres espèces vivant dans des sociétés hautement structurées. Termitières et fourmilières. Ces structures construites par des insectes sociaux existent depuis des millions d'années, bien avant toute ville humaine. Les termites, par exemple, bâtissent des monticules pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur, avec des systèmes de ventilation et de circulation de l'air, que l'on ne commence à appliquer dans les bâtiments durables que depuis peu. Même si l'on ne peut pas parler de civilisation au sens strictement humain, de nombreux scientifiques y voient des analogies saisissantes de coopération, d'architecture et de répartition des tâches. Notre rôle sur la planète. Cette provocation ne vise pas à établir une équivalence directe entre les colonies d'insectes et les sociétés humaines, mais plutôt à nous faire réfléchir sur la manière dont la nature a su organiser la vie de façon complexe et résiliente.
Alors que nous débattons sur la première civilisation humaine, d'autres organismes, depuis des ères très anciennes, développent des réseaux sociaux sophistiqués. Et dans un certain sens, on peut dire qu'ils dominent leur territoire depuis bien plus longtemps que nous. Méthodologie de datation et controverse. Pour mieux comprendre la polémique autour de sites aussi anciens, il est nécessaire d'aborder brièvement les méthodes de datation. En plus du carbone 14, bien connu, les chercheurs utilisent des techniques telles que la thermoluminescence, la luminescence optiquement stimulée et l'uranium-thorium, selon le type de matériau et la période que l'on souhaite dater. Cependant, toutes les méthodes comportent des marges d'erreur et des limites d'application, ce qui peut entraîner des divergences entre les scientifiques. Carbone 14. La méthode de datation par le carbone 14 est très courante pour les matériaux organiques, comme les os, le bois, le charbon ou les coquillages. Elle est efficace jusqu'à environ 50 000 ans, car la quantité résiduelle de carbone 14 devient négligeable avec le temps. Pour des sites très anciens, son applicabilité devient donc limitée, voire impossible. Luminescence optique. Des méthodes comme la luminescence optique s'appliquent aux sédiments qui ont été exposés à la lumière ou à la chaleur, puis enterrés. Le compte à rebours commence lorsque ces grains minéraux, comme le quartz, cessent de recevoir la lumière du soleil. L'énergie stockée est libérée sous forme de lumière lorsqu'ils sont stimulés en laboratoire, ce qui permet d'estimer le temps écoulé depuis leur enfouissement. Toutefois, cette méthode exige de bonnes conditions d'échantillonnage et un contrôle rigoureux de l'historique d'exposition des sédiments. Divergence et débat. Même en suivant strictement les protocoles, différentes équipes peuvent aboutir à des résultats divergents en raison de variations dans le prélèvement des échantillons, de contamination ou d'interprétations statistiques différentes. C'est pourquoi l'archéologie travaille souvent avec des fourchettes de date et pourquoi il existe fréquemment des débats passionnés sur qui a raison. De plus, découvrir des artefacts humains dans des couches géologiques anciennes ne signifie pas automatiquement que tout le site date de cette époque. Il peut y avoir eu des intrusions plus récentes ou des déplacements naturels du sol. Contact transocéanique et diffusion culturelle. À mesure que l'on examine l'ancienneté de certaines civilisations, une question inévitable surgit. Y a-t-il eu des contacts entre elles? En des temps reculés, sans moyens de transport modernes, l'hypothèse d'une navigation océanique est souvent écartée. Pourtant, la capacité humaine à improviser des embarcations et à naviguer est peut-être plus ancienne qu'on ne l'imagine. La colonisation de l'Australie, par exemple, a eu lieu il y a au moins 50 000 ans, ce qui suppose une forme de traversée maritime. Artefacts hors de leur place. Dans plusieurs sites archéologiques, on trouve des objets qui ne devraient pas s'y trouver. Des coquillages marins dans des régions continentales, des pierres précieuses provenant de chaînes montagneuses lointaines ou des formes de céramique similaires à celles d'autres régions. Ces découvertes donnent à penser que des réseaux d'échanges et de contacts existaient à des échelles surprenantes. Compétences nautiques sous-estimées, l'idée que les anciens ne naviguaient pas s'effondre lorsqu'on considère des populations ayant atteint la Polynésie, se dispersant sur des îles lointaines du Pacifique, ou lorsqu'on découvre des preuves d'occupation de l'île de Crète dès le Paléolithique. Il est probable que de nombreuses cultures anciennes possédaient des connaissances rudimentaires de navigation, mais suffisantes pour parcourir de longues distances le long des côtes et d'île en île. Un exemple curieux, les statues de l'île de Pâques présentent des traits similaires à des figures trouvées dans la vallée de l'Indus et même dans des temples africains. Coïncidence esthétique ou indice d'une connexion oubliée? Proposition d'une civilisation mère? Certaines théories plus spéculatives, souvent écartées par le monde académique, évoquent l'existence possible d'une civilisation mère qui aurait prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire, reliant divers points du globe. Cette idée est populaire dans les courants d'archéologie alternative, mais ne s'appuie pas sur des données scientifiques solides.
Néanmoins, la question demeure. Et s'il y avait réellement eu des échanges culturels remontant à plusieurs millénaires, bien avant les dates dites officielles? Chaque nouvelle découverte archéologique nous pousse à reconsidérer cette possibilité. La ligne du temps en constante évolution, rassemblée dans un seul récit, toutes les civilisations anciennes et leurs dates précises, est un défi, car de nouvelles découvertes archéologiques ont lieu en permanence. Un exemple en est le raffinement constant des dates concernant l'apparition de Jéricho en Cisjordanie, longtemps considérée comme la plus ancienne ville continuellement habitée du monde, avec des occupations datées d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Chaque fois qu'une étude met au jour de nouvelles preuves, que ce soit à Jéricho ou à Göbekli Tepe, l'histoire peut être réajustée, avançant ou reculant des dates que l'on croyait définitives. Révolution néolithique et urbanisation. Traditionnellement, les historiens utilisent le terme de révolution néolithique pour désigner l'émergence de l'agriculture et de la domestication des animaux, qui aurait conduit à la création de hameaux, de villages, puis de villes. Mais des sites comme Göbekli Tepe et Çatalhöyük suggèrent que cette transition ne fut pas linéaire et que des sociétés complexes ont pu exister de manière intermittente, selon des facteurs environnementaux et culturels spécifiques. Connexion avec les changements climatiques. Plusieurs périodes de réchauffement et de refroidissement globaux, ainsi que des événements climatiques extrêmes, semblent corrélés à des transformations culturelles profondes, des expansions territoriales ou des effondrements de civilisations. La fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 700 ans, a transformé les paysages, ouvert de nouvelles routes migratoires et peut-être submergé des zones côtières propices à l'habitat humain. Il n'est pas impossible que des cités anciennes aient été englouties, attendant d'être redécouvertes par de futurs archéologues sous-marins. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir? Face à tout cela, une autre question intrigante surgit. Combien de sites archéologiques restent encore cachés sous les déserts, les forêts denses ou même au fond des mers? Les technologies actuelles, comme l'utilisation du LIDAR, Light Detection and Ranging, lors de survols aériens, ont révélé des structures jusqu'alors invisibles, dissimulées sous la végétation. Les fouilles sous-marines commencent à révéler des ports et des établissements côtiers anciens. Et à chaque découverte, une nouvelle pièce s'ajoute ou remet en question le puzzle de l'histoire humaine. Déserts et forêts tropicales. De vastes étendues de terre dans des lieux comme le Sahara, l'Amazonie et certaines parties de l'Afrique centrale pourraient dissimuler les ruines de peuplements anciens. Le Sahara fut jadis une région verdoyante, parsemée de lacs et d'une faune abondante, avant de devenir le plus grand désert chaud du monde. Il est plausible que des communautés préhistoriques y aient prospéré, puis migré lorsque le climat a changé, laissant derrière elles des vestiges enfouis sous le sable. Et si, avec l'avancée des déserts, ces cultures s'étaient répandues en emportant leur savoir vers de nouvelles régions? Certains éléments architecturaux trouvés en Égypte, par exemple, sont étonnamment similaires à ceux de régions aujourd'hui recouvertes de dunes. Moussons et mégalithes en Asie. Les régions soumises à des pluies intenses et à une végétation luxuriante peuvent dissimuler des structures monumentales, comme des pyramides ou des temples, dans les pays d'Asie du Sud-Est. La redécouverte des cités perdues d'Angkor, au Cambodge, et des gigantesques structures de Borobudur, en Indonésie, nous rappelle que des trésors archéologiques attendent encore la science dans les zones tropicales et subtropicales. L'océan, la dernière frontière archéologique. La majeure partie de notre planète est recouverte d'eau et très peu a été exploré en matière d'archéologie sous-marine. Avec la montée du niveau des mers après la dernière ère glaciaire, il est possible que d'importants établissements côtiers soient aujourd'hui submergés. Des recherches dans des régions comme le golfe de Khambat, Inde, ont déjà révélé des indices de structures immergées datant de plusieurs millénaires, nourrissant des hypothèses sur d'éventuelles civilisations côtières encore inconnues. Qu'est-ce qu'une civilisation et comment définit-on la plus ancienne? Pour conclure,
Il convient de rappeler que le terme « civilisation » comporte de nombreuses définitions académiques impliquant l'urbanisation, la stratification sociale, l'écriture, l'architecture monumentale, etc. Cependant, à mesure que l'archéologie progresse, nous réalisons que de nombreux peuples qualifiés de préhistoriques ou tribaux possédaient des structures sociales complexes, des arts développés et des pratiques rituelles sophistiquées. Le critère de l'écriture, par exemple, est arbitraire. Des sociétés sans écriture peuvent être tout aussi complexes que des sociétés lettrées. Civilisation. Sans écriture. La civilisation de Caral, au Pérou, vers 3000 ans avant notre ère, n'a laissé aucun écrit, mais a construit d'immenses pyramides et développé un système d'organisation avancé. En divers endroits du monde, l'absence d'écriture ne signifie pas l'absence de pensée symbolique sophistiquée, ni de relations sociales complexes. Qui fut la première? Si l'on est très rigoureux, on pourrait soutenir qu'aucune des civilisations citées ne peut être qualifiée de première de façon absolue, car il y aura toujours quelque chose qui l'a précédée ou rendue possible. Ou bien l'on pourrait pousser la provocation jusqu'à considérer que, si l'on définit la civilisation comme toute organisation complexe, alors il faudrait parler d'insectes sociaux, dont les colonies sont bien plus anciennes. Cependant, dans le contexte de l'histoire humaine et selon les définitions académiques usuelles, on attribue souvent aux Sumériens l'honneur d'être la plus ancienne civilisation bien documentée. Des sites comme Uruk, Ubaid, Çatalhöyük, Mehrgar et Göbekli Tepe repoussent encore davantage la notion d'urbanisation, de pratiques religieuses collectives et de développement culturel. En parallèle, des lieux comme Monteverde, Pedra Furada et Gunung Padang suggèrent que l'humanité expérimentait déjà des solutions créatives et des formes de vie complexes dans des régions que nous n'associons pas habituellement aux premières civilisations. Science, génétique et linguistique. Que peuvent-elles révéler? Ce n'est pas seulement l'archéologie de terrain qui éclaire nos ancêtres. De plus en plus, les études sur l'ADN ancien et la linguistique historique contribuent à façonner ou reformuler les hypothèses sur la dispersion humaine. En séquençant le génome d'ossements découverts dans des sites millénaires, les scientifiques parviennent à retracer des routes de migration, à détecter de possibles croisements avec d'autres populations, voire à inférer l'existence de réseaux d'échange entre groupes éloignés. Par exemple, des analyses génétiques d'individus de Çatalhöyük ont indiqué qu'une partie de leur lignée mitochondriale présentait des similitudes avec des populations du Caucase et du Proche-Orient, suggérant des contacts plus étendus que ce que l'on croyait. Dans le domaine linguistique, la comparaison entre vocabulaires archaïques ou racines de mots dans différentes langues peut révéler des connexions inattendues. Certains chercheurs tentent de reconstruire des fragments des langues parlées au néolithique, en corrélant des sons et significations communs encore présents, bien que de manière fragmentaire dans diverses régions. Cette approche multidisciplinaire, combinant archéologie, génétique, linguistique et même climatologie, permet de répondre à des questions qui semblaient, il y a quelques décennies, impossibles à élucider. Par exemple, si un peuple maîtrise l'irrigation et la métallurgie à une époque où ses voisins vivent encore de chasse et de cueillette, cela peut indiquer une influence extérieure ou une migration massive, ce que l'analyse de l'ADN peut confirmer ou infirmer. Ainsi, chaque indice génétique ou linguistique devient une pièce supplémentaire dans ce vaste puzzle qu'est l'histoire humaine. C'est comme assembler un puzzle cosmique, où chaque pièce provient d'une science différente. Et lorsque ces pièces s'emboîtent, l'image qui en émerge est celle d'une humanité bien plus interconnectée, ancienne et sophistiquée que ce que nous avons jamais appris à imaginer. Le grand voyage de l'humanité. Après avoir exploré tous ces sites, il est presque impossible de ne pas ressentir une fascination profonde pour l'ingéniosité de nos ancêtres. Depuis les plaines fertiles de la Mésopotamie jusqu'aux chaînes de montagnes d'Amérique du Sud, de l'Anatolie jusqu'aux régions tropicales de l'Indonésie,
Chaque population a contribué à poser une pierre dans cette immense mosaïque qu'est l'histoire humaine. Pour ceux qui pensent que l'histoire ancienne se résume à quelques pyramides en Égypte ou à des temples en Babylonie, cette perspective élargie montre que notre héritage est bien plus diversifié et ancien. Et chaque nouvelle découverte archéologique peut modifier de manière significative les frontières chronologiques que nous avons définies. Les civilisations disparues, sans explication. Que leur est-il réellement arrivé ? Et si le plus grand mystère de l'histoire n'était pas seulement de savoir qui a construit ces civilisations, mais pourquoi elles ont disparu? Pourquoi des cultures comme celle de la vallée de l'Indus, les Olmèques, les bâtisseurs de Nan-Madol ou même les habitants de Teotihuacan ont simplement cessé d'exister, souvent à l'apogée de leur développement? Dans plusieurs de ces cas, il n'existe aucun signe clair de guerre, d'invasion ou de catastrophe naturelle évidente. Juste un abandon soudain. Certains chercheurs évoquent des changements climatiques sévères, des maladies inconnues ou des effondrements internes. D'autres, plus audacieux, parlent de cataclysmes globaux, de pertes intentionnelles de savoir et même de contact avec des forces ou entités inconnues. Serait-il possible que certaines civilisations aient simplement été effacées de l'histoire pour des raisons que nous ne comprenons pas encore? Ou pire, auraient-elles choisi de disparaître, emportant avec elles leurs secrets les plus profonds? Ces disparitions inexplicables rappellent que l'histoire de l'humanité est loin d'être une ligne droite. Et peut-être, comme le dit le proverbe, celui qui ne comprend pas le passé risque de le répéter. Cela signifie que nous vivons peut-être la plus grande réécriture de l'histoire de l'humanité, et bien peu y prêtent attention. C'est pourquoi la recherche archéologique est passionnante. Nous réécrivons sans cesse le passé à la lumière de nouvelles découvertes et technologies. Mais alors, au fond, quelle est la civilisation la plus ancienne du monde? La réponse dépend du critère utilisé. Si l'on parle de civilisation pleinement développée avec écriture et urbanisation, ce sont généralement les Sumériens qui reçoivent ce titre. Mais si l'on considère des complexités culturelles variées, d'autres candidats encore plus anciens peuvent émerger, comme Uruk, Ubaïd et d'autres cultures préhistoriques qui défient notre imagination. Et il existe même des sites qui précèdent ces stades de plusieurs millénaires, indiquant que l'histoire humaine est bien plus vaste que ce que nous pensions. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec les datations les plus audacieuses ou préférez-vous attendre des preuves plus solides? Croyez-vous aux contacts transocéaniques à la préhistoire ou pensez-vous que chaque civilisation s'est développée dans un isolement relatif? Laissez votre avis dans les commentaires et continuons ce débat. Qui sait, peut-être émergeront des hypothèses susceptibles d'inspirer de nouvelles recherches. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez vous aussi que l'histoire officielle ne suffit pas. Maintenant, imaginez combien d'autres découvertes attendent encore d'être révélées, ensevelies sous les forêts, les mers ou tout simplement censurées. Le prochain chapitre de l'histoire est encore en train de s'écrire et vous pouvez en faire partie. YouTube vous recommande maintenant 2 vidéos exclusives. L'une approfondit les questions autour de Göbekli Tepe et l'autre évoque des civilisations disparues ayant laissé des traces énigmatiques. Je suis sûr que vous allez les apprécier.